conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour l'émission Carte Blanche dans le cadre des conversations du week-end. Le principe de l'émission est simple, vous commencez à le connaître. Chaque mois, KTO Radio donne carte blanche à une personnalité pour partager librement ses convictions, ses engagements, ses passions et lui propose d'inviter une ou plusieurs personnes de son choix. Aujourd'hui, nous donnons carte blanche à François Asselin, ancien président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, c'était de 2015 à 2025, 2 mandats de 5 ans, soit 10 ans, et président de l'entreprise Asselin SAS, une entreprise de charpente, menuiserie, ébénisterie et ferronnerie d'art. Bonjour François Asselin. Oui, bonjour Guillaume. Alors je vais vous présenter à nos auditeurs, vous avez 61 ans, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Vous êtes né à Thouars, dans les Deux-Sèvres, oui. Et vous êtes toujours dans la région, si je peux dire. Oui, j'habite à Saumur, à 30 km de Thouars. D'accord, donc vous êtes un homme enraciné, on pourra dire. Oui. Alors vous avez fait des études à l'Institut universitaire de technologie de Tours, l'IUT de Tours, et ensuite vous avez rejoint assez naturellement l'entreprise familiale. Oui, entre-temps j'ai travaillé 7 ans ailleurs. Ailleurs, oui. Voilà. Et puis à 28 ans, je me suis dit, tiens, je reprendrai bien l'entreprise familiale, et c'était fait en août, en août 93, j'avais 29 ans à l'époque. Ah, vous aviez 29 ans à l'époque. Et donc, en août 93, quand vous entrez chez Asselin SAS, après avoir fait vos dents, comme on dit ailleurs, c'est directement pour succéder à votre père. Ah oui. J'avais comme ambition, bien évidemment, de reprendre l'entreprise Asselin. J'avais un frère qui travaillait déjà dans l'entreprise, mais il n'était pas candidat pour reprendre l'entreprise. Et du coup, je me suis positionné et là, j'ai emprunté. Voilà. Mes parents m'ont fait aussi ce qu'on appelle un crédit vendeur, c'est-à-dire que je les ai payés 2 ans après. Et puis, l'aventure entrepreneuriale a commencé. Donc, mon plus beau diplôme, c'est PME plus 32 ans. Plus 32 ans, très bien. Alors, on en reparlera en fin d'émission de la saga d'entreprise Asselin. Asselin, j'en dis quand même un petit mot. C'est la restauration des châteaux, alors Chantilly, Compiègne, Versailles, les clochers, les beffrois, les églises, mais aussi des hôtels de luxe, les palaces, les belles demeures ou encore... Alors, un fait d'armes important, la construction de la réplique de l'Hermione, c'était le bateau de Lafayette. Tout à fait, une frégate du 18e. Ouais. Et bien sûr, la cathédrale Notre-Dame de Paris, éternelle Notre-Dame, et cette fameuse flèche de Viollet-le-Duc. Alors, nous allons en parler pas mal aujourd'hui dans cette carte blanche. Cette carte blanche que nous vous donnons pour 55 minutes, François Asselin. Et vous avez choisi un invité, il s'agit de Romain Renaud, qui est compagnon charpentier et on va dire compagnon de route de l'entreprise Asselin. Bonjour Romain Renaud. Bonjour Guillaume. Alors je précise que vous êtes avec nous par téléphone, donc à distance, parce que la SNCF n'a pas permis à son corps défendant, j'imagine, que vous soyez présent parmi nous aujourd'hui. Alors François Asselin, pouvez-vous nous présenter votre invité Romain Renaud ? Qui est-il ? Alors Romain, écoutez, moi d'abord j'ai fait sa connaissance lorsqu'il faisait son tour de France et l'entreprise Asselin l'avait accueilli pendant cette période où il emmenait femmes et enfants. Je ne sais pas si tu en avais un ou plusieurs à l'époque, je crois que tu avais ta première petite fille, je crois, à l'époque. Et donc moi j'étais jeune chef d'entreprise, c'était, Renaud me le rappelait tout à l'heure, c'était en 2007, donc il y a 18 ans. Et là, j'ai vu un garçon courageux qui essayait, et j'aime bien ce verbe essayer parce que je me l'applique à moi-même, qui essayait de vivre en cohérence avec sa foi et son travail au sein de l'entreprise. Et donc le courant est très bien passé depuis le départ, et puis on a toujours gardé une relation très amicale avec chaque année un fidèle bonjour, une fidèle fête où le 19 mars, chaque Saint-Joseph, je reçois généralement un texto de Romain pour me souhaiter une Saint-Joseph, une bonne Saint-Joseph, et bien évidemment j'en fais de même. Eh bien très bien. Alors Romain Renaud, François Asselin disait que vous avez fait votre tour de France, c'était donc ça, ce sont les compagnons, c'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette affaire de compagnons ? À quel âge on y entre, comment ça se passe ? Et qu'est-ce donc que ce tour de France dont on parle tant ? Alors, le Tour de France chez les compagnons du devoir, c'est de changer de ville régulièrement, en l'occurrence à la grande fête du 19 mars, qui est la fête de Saint-Joseph
et donc le patron des corporations de charpentiers depuis le Moyen-Âge. On a gardé cet usage-là. Et alors, le compagnonnage consiste à travailler dans des entreprises de France, et maintenant d'ailleurs d'Europe et du monde, pour se former au sein de ces mêmes entreprises. Donc moi, effectivement, je suis passé à Thouars en 2007. Thouars, c'est un lieu où il y a pas grand-chose, mais il y a une chose très importante pour un charpentier, c'est une belle grosse entreprise de charpente. Et donc, effectivement, j'étais content de travailler là-bas. À l'époque, je travaillais avec Jean-Pierre Taudière, François, si vous vous souvenez. Oui, qui est toujours dans l'entreprise. Absolument. De travailler avec lui sur la forteresse de Chinon. Donc, c'était un très beau. Je n'ai jamais refait, d'ailleurs. J'ai jamais refait. Ça fait 25 ans maintenant que je suis charpentier. J'ai jamais refait un sujet comme ça. Et donc, le compagnonnage compagnie, ce qui partage le pain, c'est un terme assez récent. On disait autrefois les devoirants, donc les ouvriers du devoir. Ce devoir, on l'appelait le saint devoir de Dieu jusqu'à encore la fin du 19e. Le saint devoir de Dieu, donc emprunt évidemment de catholicité, de chrétienté. Que vous dire, c'est un apprentissage par le voyage, évidemment. On ne fait pas les charpentes pareil, de la même façon en Anjou, en Touraine qu'à Marseille ou à Strasbourg, parce que les toits sont très différents. Et donc forcément, les techniques, les essences de bois, les types d'assemblage, les calculs sont différents. Donc c'est vraiment une bonne formation de pouvoir voyager et se former comme ça au sein des entreprises. Alors pourquoi le devoir ? Parce que en fait, on est engagé quand même quand on est compagnon. On doit respecter un engagement. On a beaucoup de devoirs en fait envers la société à laquelle on appartient, envers les jeunes pour leur apprendre le métier. Il faut avoir conscience qu'on est souvent des passionnés, les compagnons, parce qu'on travaille jusque tard le soir pour étudier les technicités de nos différents métiers. Je parle de charpente, mais il y a aussi des compagnons dans d'autres métiers du bâtiment notamment. Et on se couche jamais avant 11h ou minuit de salle de cours pour faire des petites flèches d'église, des miniatures de clochers de châteaux ou de tourelles pour savoir tracer, savoir appréhender toutes les choses de la charpente. Et puis, vous apprenez sur le terrain auprès des hommes de l'art. Vous parliez des générations, les anciens, les apprentis. C'est une relation de maître à apprenti, en fait. Exactement, c'est très cyclique. Chez les compagnons, on commence par recevoir, on doit ensuite donner, c'est le sens du mot devoir, un des sens du mot devoir. Mais ce qui est très beau, c'est qu'un apprenti qui a 2 semaines d'entreprise, c'est-à-dire tout jeune apprenti, il peut déjà apprendre certaines choses à un apprenti qui arrive pour la première fois dans l'entreprise. D'accord ? Et donc, tout de suite, chez les compagnons, on est mis dans cet esprit de retransmettre ce qu'on reçoit. Et un apprenti 2e année, par exemple, il peut apprendre beaucoup de choses à un apprenti 1re année. Voilà. Et donc déjà ça, on n'attend pas d'être compagnon pour retransmettre son métier. En salle de cours, le soir, c'est souvent des aspirants qui sont pas encore compagnons, ils aspirent à être compagnons. C'est souvent eux qui tiennent la salle de cours et qui expliquent les tracés aux plus jeunes, etc. Ouais. Et j'aime bien comment Romain s'exprime là, parce que tu vois, Romain, d'abord. Voilà, le sens des flèches est excellent parce que d'abord, tu vois, on entend tout le temps une société qui n'arrête pas de parler de j'ai droit, de droit, et là tu commences par les devoirs. Voilà, ça fait du bien de commencer par ça. Et puis l'autre élément important, c'est la transmission. Voilà, on n'est que de passage sur cette terre, et le mieux qu'on ait à faire, c'est de transmettre le mieux possible ce que nous on a pu avoir. Voilà, et donc voilà, les devoirs, la transmission, c'est quand même effectivement des valeurs sur lesquelles nous sommes entre guillemets très ancrés et très attachés, quoi. Voilà. Oui. Et vous-même, votre
votre père était compagnon charpentier. Bien sûr. Ouais, mais vous avez choisi non, peut-être non, voie, mais il y a une je, transmission quand même. Il y a une transmission, bien évidemment. Déjà, la transmission, certain atavisme, l'envie d'être à son compte, d'être entrepreneur, puisque papa était entrepreneur. C'est lui qui, issu d'une longue lignée de compagnons charpentiers, du côté de papa comme du côté de maman, c'était des compagnons charpentiers. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents. Donc moi, je suis tombé dans le chaudron, mais je ne suis pas compagnon charpentier. J'ai fait des études de commerce et de gestion. Voilà, mais en attendant, j'ai un bon vernis et je connais bien ces métiers. C'est utile pour être chef d'entreprise aussi. Ouais. Vous l'avez constaté, j'imagine, Romain Renaud, quand vous avez rejoint l'entreprise Asselin. Après votre Tour de France, vous êtes revenu chez Asselin? Comment ça s'est passé? Non, alors après mon Tour de France, je me suis mis à mon compte en 2009. Directement. Eh oui. Mais mon premier chantier, François s'en souviendra peut-être pas, c'était l'église de Précy-sur-Oise, en sous-traitance. Oui. Ouais. Si, je m'en souviens. Et à l'époque, c'est ça. Et j'ai fait mon premier chantier, presque 6 mois. Et puis après ça, tous les chantiers se sont enchaînés. Et il est rare que je passe 1 an sans faire un petit bout de bois, un petit quelque chose pour l'entreprise. Oui. On l'aime bien, Romain, oui. C'est quoi? C'est un de vos sous-traitants favoris? Oui, c'est ça, oui. Lorsque parfois on a besoin d'un petit coup de main, que c'est dans son territoire et qu'il est disponible et que nous, malheureusement, on n'est parfois pas disponible parce qu'on a trop de travail, eh bien, on est content de pouvoir partager, quoi. Voilà. Et puis, on sait que le boulot sera bien fait. Et votre territoire, quel est-il alors, Romain? Moi, j'habite le Pays de France. Mon entreprise s'appelle les Charpentiers du Pays de France. C'est une petite zone géographique très ancienne qui est au nord de l'île de France. On dit Roissy en France. Moi, j'habite le village de Châtenay en France. Voilà, c'est une petite territorialité ancienne. D'accord. Pas d'aéroport, du coup. Et alors, vous êtes à votre compte, indépendant, comment vont les affaires alors? On a passé beaucoup de temps sur Notre-Dame, donc on va en parler. Ouais. Au retour, mais ça n'a pas été le cas, donc Deo Gracias. Deo Gracias, oui. Bon, alors c'est une amitié, c'est un compagnonnage entre vous deux. Oui, avec, je dirais, un regard bienveillant, puis en même temps admiratif, quoi, parce que je me rappelle toujours l'arrivée de Romain dans l'entreprise Asselin, avec sa jeune épouse. C'est la condition d'ouvrier, donc on vit simplement, mais on vit dignement, et puis avec cette volonté, un petit peu comme, je trouve que ça ressemble beaucoup à Peggy, quoi, il fallait que le travail soit bien fait, parce que le travail doit être bien fait. On ne travaille pas pour son patron, on ne travaille pas pour son salaire, on travaille avant tout pour que le travail soit bien fait. Et ce barreau de chaise qui ne se voyait pas, eh bien, il fallait qu'il fût bien fait. Et finalement, ces valeurs où parfois, eh bien, on ne sait pas pourquoi, mais on trouve ça beau, tout simplement parce que même ce qui ne se voit pas, ça a été bien fait. Voilà. Oui. Et Romain, je trouve, était parfaitement dans cet état d'esprit. Et puis moi, j'essayais de faire tourner la boutique familiale comme je pouvais, et m'appuyer sur des garçons comme Romain. Et ça m'encourageait aussi, quoi. Voilà, on se dit tiens, je fais pas ça pour rien, quoi. Il y a des gens qui valent le coup, quoi. Voilà. Oui, c'est encourageant. C'est encourageant, tout à fait. Et vous... je ne sais pas si vous l'avez encore, la grande prière de Saint-Joseph. Je suis monté une fois dans votre bureau à l'époque. Ah, je l'ai toujours, ouais. Et il y avait une grande prière affichée au mur, et ça m'avait frappé parce que c'était la première fois que je voyais ça. Oui, tout simplement, ça nous rappelle d'où on vient, qui nous sommes, et puis là encore, quelque part, on n'est que de passage, quoi, voilà, et donc, il faut essayer de faire de son mieux, comme diraient les scouts, quoi, voilà. À l'image de Saint-Joseph, c'est l'artisan par excellence, quoi. Oui, voilà, et puis charpentier, bien sûr, mais quand on va aborder, par exemple, le sujet de la flèche de Notre-Dame, finalement, on ne fait que refaire ce qu'avaient fait d'autres charpentiers fin du 19e siècle. Voilà. Donc on peut aussi s'incliner pour s'apercevoir qu'avant nous, il y a des gens qui étaient particulièrement doués, quoi. Voilà. Et ça, faut en être conscient. Et nous, si notre passage sur Terre peut faire que on a fait plus de bien que de moins bien, mission accomplie, quoi. Oui, et les techniques ont évolué quand même. Où il y a des gestes qui restent, j'imagine. Ouais, Romain, tu peux en parler. Oui.
En fait, les gestes, Guillaume, ils n'ont pas bougé. La seule chose qui a bougé, c'est les moyens de levage. Maintenant, évidemment, on a eu des crues extraordinaires à Notre-Dame, des échafaudages très sécurisés, etc., ce que n'avaient pas les anciens. Mais alors, pour piquer les bois, ça, François, il sait bien ce que c'est, parce qu'on continue à piquer les bois chez Asselin. Alors, piquer, c'est pas du tout un péjoratif. Ça veut dire qu'on utilise un plomb à piquer et qu'on reporte les déversements, les formes d'une pièce de bois sur l'autre pour que les assemblages s'ajustent parfaitement. Un assemblage de charpente, il est important qu'il s'ajuste parce que il est très sollicité mécaniquement. Donc, j'aime bien dire, sans dénigrer du tout la menuiserie, un tiroir qui joue mal, qui travaille, qui ferme mal ou qui s'ouvre mal, c'est casse-pied, c'est rageant, mais ça tuera personne. Une charpente qui est mal ajustée, des assemblages qui sont mal ajustés, quand arrivent des grands vents, des tempêtes de neige, comme on connaît depuis une dizaine d'années, eh bien, les charpentes sont mal sollicitées. Il y a du jeu dans les assemblages et il peut y avoir des risques d'effondrement. Donc, c'est important pour nous d'être précis, d'être précis dans notre métier. C'est un métier assez. Il faut aimer un peu la géométrie descriptive, les mathématiques, au moins les calculs de base, Thalès, Pythagore, parce que le premier devoir d'un charpentier, c'est de protéger des gens qui habitent en dessous, et les poutres étant toutes toujours très lourdes, parce que Notre-Dame, c'était particulièrement lourd, mais même sans aller jusque Notre-Dame, une poutre de bois, c'est toujours plus lourd qu'un charpentier. Donc, on est en train de travailler un matériau rugueux, dur, très noble, parce qu'il est vivant, il pousse toujours vers le haut. Je trouve ça très beau comme symbole. L'arbre, il cherche toujours la lumière, il s'élève vers le ciel, quoi qu'il arrive. Même quand on est en bordure de mer, des fois, on voit que les arbres sont balayés par le vent. Ils commencent par pousser à l'horizontale parfois, mais toujours, ils ont cette dominance apicale pour retrouver le chemin du ciel. Donc, les charpentiers, ils font pareil, en fait. On élève des bâtons dans l'espace en essayant de s'élever vers le ciel. Et je voulais revenir sur le travail, la qualité du travail, que ce soit vu ou pas vu. C'est très important pour nous autres ouvriers. En fait, François a raison. Je connaissais pas cette citation de Peggy, mais moi, quand je fais un assemblage, je le fais pas pour le client, je le fais pas pour l'architecte, je le fais pour moi, je le fais pour mon honneur, pour ma fierté, parce que c'est mon honneur qu'un assemblage même qui ne se voit pas ou qu'une pièce de bois qui ne se voit pas ait autant de mon attention et de ma précision que celle qui se voit. Parce que si je travaillais uniquement pour ce qui se voit, d'abord, les charpentes sont souvent pas vues, donc ce serait pas du tout un bon argument de vie, parce qu'on passerait notre temps à mal travailler, ou en tout cas une grande partie de notre temps. Et puis c'est ça qui fait notre honneur, en fait, que ce soit beau. Oui. Alors, on va poursuivre cette conversation après une première pause musicale. François Asselin, c'est vous qui avez choisi ce premier titre. Nous allons écouter Camille, Suis-moi, qui est la bande originale du film Le Petit Prince. Alors, pourquoi Exactement. ce choix ? Parce que dans Le Petit Prince, vous savez, il y a beaucoup de poésie, et entre autres, Saint-Exupéry disait « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Eh bien, nous écoutons Camille, Suis-moi. One, two, three, four. Suis-moi, là où je sais sourd, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où niche l'hibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien me presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. Se pose, c'est si bon quand on se pose, plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Se perd, c'est si bon quand on se perd, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. C'est si bon quand
salut, suis-moi. Et si moi c'était toi? Suis-moi. Et si on s'allie, suis-moi. En sueur ou en suie, suis-moi. De ci, là, ceci, là. S'peut, c'est si bon quand ça se peut. Que qu'il peut plus, peut le mieux. Mieux que qui, mieux que quoi. Split, c'est si bon quand on split. De rire et que la pluie pleure elle aussi de joie. Spal, c'est si bon quand on se parle. Si on vit si bas. Vous êtes à l'écoute de KTO Radio, l'émission Carte Blanche dans le cadre des conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche à François Asselin, président de l'entreprise Asselin SAS, charpente, menuiserie, ébénisterie, etc. Et votre invité est Romain Renaud, François Asselin, qui est compagnon charpentier, qui est avec nous par téléphone. Donc, juste avant la pause musicale, Romain Renaud, vous nous disiez que ce qui était important, c'est ce qu'il voyait, mais aussi, peut-être encore plus, ou au moins aussi important, ce qui ne se voyait pas. Et c'est un peu la transition, je trouve, idéale pour parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ah oui. Parce que dans une cathédrale, il y a énormément de choses qui ne se voient pas et qui sont faites avec perfection. Oui. Et votre entreprise, et vous-même, Romain Renaud, même si vous êtes à votre compte, vous avez travaillé pendant 2 ans sur ce chantier de la fameuse flèche de Viollet-le-Duc. Oh oui, hein, Romain. Ouais, c'est ça. Ouais, 2 ans. Ouais, oui. Non, c'est effectivement tout ce qu'on a fait se voit plus. Parce que d'abord, la flèche de la cathédrale est encapsulée dans le plomb, hein, voilà. Comme c'était d'ailleurs au 19e. Hein, et donc, on ne voit que l'extérieur des choses, on ne voit plus l'intérieur des choses. Et ça a quand même été un morceau de bravoure, hein, la flèche. Hein. Alors, on ne l'a pas fait tout seul. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'était... un tel ouvrage, par sa complexité, surtout par son volume, et puis en plus un délai contraint, que nous nous sommes associés avec 3 autres entreprises, l'entreprise Le Bras Frères dans l'est de la France, Métier du Bois en Normandie, l'entreprise Cruard en Mayenne, et puis Asselin. Voilà. Et donc, nous avons partagé l'ouvrage entre ces 4 entreprises. Une entreprise s'est occupée des bras des transepts, hein, c'était l'entreprise Métier du Bois, et puis les 3 autres, hein, Asselin, Le Bras et Cruard, nous avons érigé la flèche, hein, avec, comme le disait très bien Renaud, les techniques traditionnelles. Et ça, c'est vrai, Renaud, tu avais raison de le souligner. Par exemple, le piquage, l'art du trait, eh bien, si on ne reprend pas les méthodes traditionnelles, eh bien, demain, on ne saura plus restaurer, dans les règles de l'art, notre magnifique patrimoine dont nous sommes les héritiers. Et garder eh bien, toutes ces techniques, hein, l'épure, le tracé au sol à l'échelle 1 des charpentes que l'on va reconstruire, que l'on va restaurer, hein, le traçage, le piquage, le taillage traditionnel. Si on ne maintient pas cela, eh bien demain, lorsqu'il s'agira de restaurer une charpente d'une église, d'une cathédrale ou d'un château, ou en tout cas d'un monument à caractère patrimonial, eh bien on aura une charpente industrielle. Voilà, vous aurez un toit, mais il sera plus, je dirais, comme il était autrefois, comme nous l'a eh bien transmis. Nous sommes ses héritiers. Et donc c'est important effectivement de continuer à se battre pour notre patrimoine. C'est pour ça que tout se tient. On a bien évidemment besoin de bons charpentiers, de bons menuisiers, de bons tailleurs de pierre, mais on a besoin d'une maîtrise d'œuvre hautement qualifiée, d'une maîtrise d'ouvrage aussi spécialisée dans ce domaine, pour que toute la chaîne de compétences reste intacte. Et vous savez ce qu'on est capable de faire sur Notre-Dame, ce qu'on a fait sur Notre-Dame, eh bien dans le monde entier, et je peux en témoigner, hein, puisqu'on a une partie de l'entreprise Asselin, on exporte aux États-Unis, eh bien on est admiré pour ce que nous sommes encore capables de faire. Eh bien tout ça, ça tient à une seule chose, Romain, tu l'as dit, la transmission. Et alors, oui, allez-y.
Allez-y. On dit d'autant plus qu'on a été très blessés, les charpentiers, au lendemain du 15 avril 2019, au lendemain de l'incendie, parce que les médias ont été mal informés certainement, et ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de bois en France pour le faire. Ah oui, je me rappelle. De toute façon, même si on avait des bois, de toute façon, il fallait les faire sécher pendant 400 ans dans des marais. On a entendu des choses absolument folles dont on savait la fausseté absolue. Bien sûr. D'autres charpentiers et entrepreneurs. Et on a dit de toute façon que même si on avait ce bois-là et qu'il était sec, on n'avait plus le savoir-faire. Et c'était les 3 bonnes raisons pour ne pas refaire la charpente en bois, quoi. Ah oui, je m'en souviens bien. Moi, j'étais intervenu au plus haut niveau d'ailleurs de l'État à l'époque, parce que bien évidemment, j'entendais comme toi ce qui se disait sur les radios et sur les écrans de télé. Et effectivement, de toute façon, il n'y a plus le bois, il n'y a plus les savoir-faire. Quand bien même il y a les savoir-faire, il n'y a plus assez de monde pour le faire. Enfin, et moi, j'entendais ça, je me dis, mais c'est complètement faux. Non seulement la forêt française est en bonne santé en ce qui concerne les feuillus, et que le bois qui a été nécessaire pour Notre-Dame, c'est 0,01% du prélèvement annuel en chêne dans notre forêt. Donc, c'est rien du tout. Donc, et concernant les savoir-faire, Romain est un témoin du fait que le savoir-faire existe toujours, mais il n'est pas le seul. Voilà, il y a dans nos entreprises des ouvriers, des salariés qui ont encore ces savoir-faire, et heureusement, pour que on maintienne ces savoir-faire, il faut un marché. Le marché, c'est la restauration du patrimoine. Donc si on arrête, entre guillemets, effectivement, de ne pas prendre soin de son patrimoine, ces savoir-faire disparaîtront. Oui. Et alors pourquoi il racontait toutes ces carabistouilles, si je puis dire, dans les médias? Je sais pas, Romain, je pense que on a perdu en fait le bon sens paysan, on a perdu le rapport à la matière. Vous savez, souvent moi je dis on a une culture, alors j'ai rien contre, on a une culture Ikea, c'est-à-dire qu'on aime bien voir un bois lisse, sans nœuds, qui ne craque pas, mais oui, mais dans la vraie vie, un morceau de chêne, il va continuer à bouger, voilà, il y aura des fentes, et alors, ça fait partie aussi de la patine des ans, voilà, et finalement on a perdu ce rapport à la matière, ce rapport à la nature. Vous confirmez, Romain? Non seulement je confirme, mais s'il y a des nœuds dans les poutres de charpente, c'est parce qu'il y a des branches dans les arbres sur pied, et ces nœuds, on sait bien qu'ils résistent très bien à la compression. Un nœud, ça résiste très bien à la compression, moins bien à la traction, mais très bien à la compression. Donc une poutre qui est comprimée, c'est important qu'il y ait des nœuds, justement. Et moi, j'explique à mes clients que dit François, c'est pas des poutres, en fait. C'est du polystyrène, c'est de l'acier, c'est d'autres matériaux qui peuvent être très intéressants, mais qui sont pas du bois. Et l'art du charpentier, c'est de mettre les nœuds aux bons endroits, de mettre les fentes aux bons endroits également, parce que ce qui est fendu n'est pas défendu. C'est pas parce qu'il y a une fente que ça va craquer. Il y a des fentes de dessiccation, des fentes de séchage qui sont liées à la vie du bois, comme l'explique François. Et ça, c'est juste un savoir qu'il faut connaître et bien s'appliquer à mettre en œuvre sur les chantiers. Le bois de chêne, c'était le matériau qu'il fallait réemployer pour Notre-Dame. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'historique de la cathédrale, du fait des charpentes, etc. Le bois et le plomb, il fallait pas faire autre chose. Pourquoi? Parce que il y a un savant mélange, un savant équilibre dans une cathédrale gothique. Comme vous savez, le gothique a suivi l'art roman. Dans l'art roman, les murs sont très épais. Il y a des gros contreforts à l'extérieur qui font des masses, mais qui sont statiques. C'est des masses statiques. À l'époque gothique, le clergé veut ouvrir entièrement les murs vitraux pour les transpercer de vitraux, pour que les fidèles, les pèlerins voient la vie du Christ, la Bible dans ces vitraux, ces Bibles de pierre, et pour qu'ils aient l'impression de rentrer au paradis, en fait. Donc il faut que ce soit extraordinaire de hauteur, de largeur, de luminosité. Et pour arriver à faire ça, ils ont inventé l'arc-boutant. Mais l'arc-boutant, il est dynamique. C'est pour ça qu'on les a étayés tout de suite après l'incendie. Parce que les voûtes étant percées à l'intérieur, le risque, c'était que les arcs-boutants poussent les murs vitraux vers l'intérieur et effectivement que la cathédrale s'effondre. Donc la poussée des voûtes vers l'extérieur, la poussée des arcs-boutants vers l'intérieur, le poids de la charpente et de la couverture, il n'est pas anodin. Voyez Reims, elle a été bombardée, elle est faite en béton.
elle est trop lourde cette charpente. Je sais qu'elle est surveillée. Moi, je m'y suis pas intéressé personnellement, mais je sais qu'elle est surveillée par les experts parce que le béton, c'est 2 tonnes 5 au mètre cube. C'est 2 fois et demi, 3 fois plus lourd que le bois. C'est trop lourd pour une cathédrale comme ça, qui est percée de vitraux. D'accord ? Le métal qu'on a à Noyon ou qu'on a à Chartres, on dit qu'il n'est pas assez lourd, au contraire. Donc, le bois de chêne, c'était ce qu'il fallait faire. Comme l'a dit François, on est le 2e pays le plus boisé d'Europe, après la Scandinavie, là où il y a des sapins partout. Là. Donc, on a du bois. Depuis Colbert, on fait attention à ça. Il y a de la sylviculture. Je fais une parenthèse pour dire que j'ai rencontré, grâce au chantier Notre-Dame, des techniciens de l'ONF. Ils nous ont emmenés dans leurs plus belles parcelles, à Troncey notamment, pour choisir les plus beaux arbres, les plus droits. Et c'est des gens extraordinaires qui élèvent des chênes de génération en génération. Et eux, ils ont un métier passion comme nous, mais sans toujours voir la finalité de leur métier. Parce que souvent, ils élèvent des chênes dont ils verront pas du tout l'abattage, parce que ça s'élève sur plusieurs générations d'hommes, un chêne. Et tous ces métiers-là, ont fait que cette cathédrale, on l'a rebâtie, et il fallait le faire en chêne. Il faut que ce soit très clair dans la tête et dans le cœur de nos auditeurs. Là. C'était la meilleure façon de reconstruire Notre-Dame, techniquement en tout cas. Et vous dites, on l'a rebâti. Vous avez été des bâtisseurs de cathédrales, hein, en quelque sorte. Enfin, pas seulement un restaurateur. Là, c'est oui, puisqu'on a refait la flèche à l'identique, hein, intégralement de Viollet-le-Duc, ex nihilo, quoi. Ex nihilo, ouais. Alors on n'est pas on est des rebâtisseurs parce que quand même ils l'avaient fait avant nous, hein, avec à l'époque les moyens qu'ils avaient. Hein, donc effectivement, aujourd'hui, on a quand même la fée électricité. Hein, ça aide beaucoup. Hein, voilà, le bruitage, tous les moyens de levage, c'est quand même considérable. Mais on utilise exactement les mêmes techniques qu'ils utilisaient au 19e, mais même bien avant, depuis le Moyen-Âge. Eh oui. Et alors, j'imagine, être bâtisseur ou rebâtisseur de cathédrale, c'est un peu une aventure spirituelle. Par exemple, j'ai lu dans la presse, on dit des choses dans la presse sur vous, Romain Renaud. J'ai lu dans la presse que vous chantiez avec un chœur pendant le travail. C'est vrai, cette affaire ? Oui, en fait, il y a des filles de LRMH et des archéologues qui ont monté effectivement un chœur de bâtisseurs parce qu'ils voulaient chanter ensemble. Donc on a chanté à la messe de réouverture le second dimanche là. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien chanter. Chez les compagnons, c'est une vieille tradition de chanter pendant nos banquets et sur les chantiers. Donc oui, c'est vrai, on a fait quelques chansons. Puis le lieu s'y prête parce que au début, on n'avait pas les cloches, mais après ça, on a eu les cloches. Quand on a les cloches pour l'Angélus, pour les heures, etc., ça donne envie de chanter, quoi. Oui. Alors, vous avez fait une infidélité à la radio, parce que souvent, les ouvriers sur les chantiers, ils écoutent la radio. Ah, ouais, hors de la radio, excusez-moi. Alors, si c'est pour chanter vous-même, on vous pardonne. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu, Notre-Dame est quand même un chantier assez spécifique pour ça, quoi. Comme on dit souvent, et Philippe Jost, qui est le président de l'établissement public de restaurer Notre-Dame, le dit aussi, il y a la magie de Notre-Dame, quoi. C'est-à-dire que il s'est passé quand même quelque chose, ouais. On ne peut pas le nier. Oui. Quelque chose de spirituel, éventuellement. Moi, j'ai envie de dire, je coupe François, pardon, j'ai envie de dire d'abord quelque chose d'humain. Et quand Philippe Jost parle de l'esprit Notre-Dame, il décrit quelque chose de très palpable pour tous les gens qui ont été sur le chantier, quel que soit leur poste, quel que soit leur métier. C'est une affaire incommensurable, un drôle de pétrin, il faut être clair. Hein. Ouais. Tout était... pourtant, on a l'habitude de faire des grosses charpentes, hein, mais là, c'était énorme. Imaginez qu'à Briey, un atelier de 5000 m², on a encore fait un trou dans une des façades parce que les boîtes tenaient pas, quoi. C'est-à-dire que cette flèche de 58 mètres de long, c'est gigantesque. Gigantesque. Tous les bois, on pouvait pas les tourner à la main. Faire quartier, comme on dit chez les charpentiers, c'est retourner d'un quart. Déjà, il fallait réfléchir parce qu'il y en avait des milliers. Il y a 1830 pièces sur la flèche, hein, toutes différentes. Ces pièces-là, toutes énormes, donc il faut réfléchir en permanence. Et ce défi qu'on a tous fait, alors nous les charpentiers, mais il y a eu les mêmes défis pour les pierreux qui ont reconstruit les arcs doubleaux, celui qui s'est effondré là dans la nef, même s'ils l'ont pas laissé au final, ils l'ont entièrement
rebâti avec les pierres anciennes. C'est vrai pour les vitraux, c'est vrai pour... les corporations ont donné le meilleur de leurs techniciens, leurs meilleurs techniciens, le meilleur de leur temps, de leur énergie. On n'a pas beaucoup vu nos familles, tous, pendant ce temps-là. Oui, c'était effectivement un engagement très important de tous les acteurs. Et c'est vrai, moi je me souviens des premières images suite à l'incendie. Fallait y croire, très honnêtement, parce que c'était vraiment une image de désolation. Et là, faut puiser pour espérer. Et finalement, 5 ans plus tard, on peut se dire, on a le sentiment collectif du devoir accompli. Voilà, il se passe des choses bien dans notre pays, quoi. On sait faire des belles choses. Oui, et vous avez réussi à convaincre les pouvoirs publics que vous pouviez refaire ça. Oui. C'était pas. C'est-à-dire que on peut pas demander à un président de la République, on peut pas demander à un ministre de la Culture, on peut pas demander, à quelqu'un qui entre guillemets ne connaît pas pratiquement nos métiers, si c'est possible ou pas. Ils sont sous influence. Voilà. Donc il faut simplement faire de la bonne influence au bon endroit au bon moment pour faire comprendre que oui, il y a pas de souci, quoi. On l'a prouvé. Oui, voilà. puis quand vous étiez à la CPME, j'étais à la CPME, ça vous donc donnait accès au pouvoir public. J'avais un accès direct, bien sûr. Pour convaincre. Mais j'étais pas le seul, voilà. Donc il y a des pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs. Il faut simplement, effectivement, essayer d'être crédible. Et nous l'étions, et nous l'étions complètement, quoi. Donc je me souviens d'une réunion, à l'époque c'était Muriel Pénicaud qui était ministre du Travail et qui nous avait réunis pour envisager de former des dizaines et des centaines de jeunes, etc. Je dis, attendez, on va se calmer, ils sont en formation déjà. Voilà, vous inquiétez pas, la filière existe, on va la développer. Et Notre-Dame d'ailleurs a été un levier très important pour le recrutement. Voilà, ça a permis à travers Notre-Dame, de montrer que ces métiers existaient toujours, voilà, et qu'ils recrutaient. Donc c'était un magnifique levier pour faire comprendre que, écoutez, il n'y a pas que le foot ou la chanson ou être youtubeur pour réussir dans la vie, il y a aussi des vrais métiers. Et des vrais métiers. Mais si le football c'est passionnant, mais alors vous avez éveillé des vocations. Oui. Ah oui. Vous avez vu ça parmi des jeunes autour de vous, Romain ? Oui, on a eu beaucoup de... D'ailleurs, il y a beaucoup de charpentiers qui se sont trouvés une vocation avec le chantier. Et puis, dans les CFA de compagnonnage, les classes de charpente sont toujours pleines. C'est pas un métier qui souffre de recrutement, contrairement au métier de couvreur, qui est un très beau et très vieux métier, tout aussi nécessaire que la charpente, parce que la charpente, elle tient par elle-même et elle résiste aux intempéries, mais si elle n'est pas protégée par une couverture, elle sert à rien en fait. C'est vraiment deux métiers très très complémentaires. Les couvreurs, ils ont beaucoup plus de mal à recruter et il y a souvent des classes 5-6 personnes. En charpente, ça n'a jamais été le cas. Mais alors là, avec Notre-Dame, oui, il y a eu un vrai engouement. Comme dit François, les gens se sont souvenus qu'on avait un savoir-faire et on a commencé à entendre des mots techniques à la radio, le gâcheur de la flèche. Gâcheur, pour un compagnon, gâcheur, c'est un mot du quotidien. Ça veut dire le responsable. Un gâcheur. Le responsable. Voilà. Alors, on va marquer la deuxième pause musicale. Et c'est vous, Romain Renaud, qui avez choisi le deuxième titre. Vous avez choisi un Salve Regina, qui est le Salve Regina, on va dire, bénédictin. Pourquoi ce choix ? Exactement. Le grand Salve des bénédictins. Oui. Pourquoi ce choix ? Moi, donc, je suis enfant du père Soubise, un compagnon du devoir, qui était moine bénédictin. On a reçu le devoir des moines bénédictins sur les chantiers de cathédrale. Et l'histoire qu'on nous enseigne chez les compagnons. Et le père Soubise étant bénédictin, le grand Salve me paraissait très approprié. Eh bien, nous écoutons le grand Salve Regina.
De retour dans le studio de KTO Radio pour l'émission Carte Blanche à François Asselin, président de l'entreprise Asselin. Et nous sommes aussi en ligne, à distance, avec un compagnon charpentier, compagnon de route de l'entreprise Asselin, qui est Romain Renaud. Nous avons parlé de Notre-Dame et de la contribution de l'entreprise Asselin à la reconstruction de la flèche, oui. La fameuse flèche. Et dans la petite douzaine de minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la saga d'entreprise Asselin, une entreprise familiale. Alors ça existe encore, les entreprises familiales? Oui, ouais. oui, ça existe encore. Et donc il faut surtout les préserver parce que ce sont des entreprises qui sont ancrées dans leur territoire. Vous en avez partout, voilà, dans le pays. C'est parfois votre artisan du coin, votre commerçant, votre boulanger, votre boucher, voilà. Et ça peut être aussi l'entreprise de charpente, de menuiserie, comme l'entreprise Asselin, où en 1957, papa faisait son tour de France, terminait son tour de France, et il a décidé de poser son baluchon à Thouars, dans le nord des Deux-Sèvres, pour créer sa propre activité. Alors, il avait fait 7 ans de Tour de France, un petit peu à l'image de Romain. Il était passé de ville en ville, dans différentes entreprises, partout en France. Et il y a un moment, le Tour de France s'arrête, on est compagnons, voilà. Et lui, il a décidé de s'installer. Il avait travaillé beaucoup dans la restauration des monuments historiques, dans d'autres entreprises qui travaillent sur ce secteur. Et immédiatement, il a continué cette activité, alors d'abord localement, régionalement, nationalement, et puis moi en 93, il y avait 44 salariés à l'époque, j'ai repris l'entreprise. Je me suis simplement inscrit dans la succession de ce qu'avaient créé mes parents, parce qu'ils s'étaient installés tous les deux, papa et maman. Et donc, j'ai développé l'activité, toujours dans la restauration du patrimoine. J'ai poussé un petit peu les limites géographiques, puisque depuis maintenant 30 ans, nous sommes installés à l'île de la Réunion. Voilà. Ah, alors, ça peut paraître bizarre, mais il n'y a je pas peux de vous dire que... cathédrale, si, il y a une cathédrale de la Réunion. On a restauré la cathédrale de la Réunion, bien sûr, de Saint-Denis, entre autres. Et puis, vous avez un très beau patrimoine à l'île de la Réunion, d'architecture néocoloniale, créole, très fin, très fine, avec des belles maisons avec des lambrequins. Enfin, c'est assez fin. Et puis là-bas, vous savez, le charpentier, c'est le premier métier de gros œuvre. C'est-à-dire que les maçons faisaient les fondations, souvent en pierre de basalte, pierre volcanique. Et puis après, toute la structure des constructions sont en poteau-poutre. Donc, lorsqu'il y a des travaux de restauration, ce sont vraiment des travaux très délicats, très complexes, mais où il y a beaucoup de bois. Et puis, nous exportons aussi à peu près 15 à 20% de l'activité, entre autres sur les États-Unis. Alors là-bas, on ne travaille pas sur le patrimoine. On travaille sur un marché qui est le résidentiel haut de gamme. En clair, ce sont des Américains qui, à un moment, décident de se faire construire une belle maison. Voilà. Et si cette maison a un style européen et plus particulièrement français, on a une histoire à leur raconter à l'entreprise Asselin. Et vous savez, tout se tient. Parce que souvent, quand on a un projet et que je regarde les plans du projet, à chaque fois, je dis à mes collaborateurs, est-ce qu'il y a une cave? Est-ce qu'il y a une belle cave dans la construction? Et 9 fois sur 10, lorsque la cave est importante, lorsqu'il y a une belle cave, on a des chances de vendre de belles menuiseries à la française, parce que le vin, la France est quand même, en termes de gastronomie, une terre de prédilection. Et donc, ça marche assez souvent comme ça. Voilà, ça veut dire qu'un Américain qui a une belle cave a du goût, en général. Alors, il peut avoir du goût, en tout cas, il peut avoir du goût pour le vin français, et du coup, il peut avoir du goût pour notre pays. Et d'ailleurs, on est vachement gâtés, parce que c'est pas de notre faute si on hérite d'un si beau paysage, si on hérite de si beaux vignobles, si on hérite d'une si belle gastronomie, si on hérite d'une si belle architecture qui est très élégante et reconnue dans le monde entier. C'est notre soft power. Et donc, c'est notre culture. Et ça, il faut la préserver. C'est très important. Tout se tient. Tout se tient. Et Romain Renaud, donc vous étiez passé chez Asselin. Le fait que ce soit une entreprise familiale, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Je me souviens c'était Patrick, votre frère François, Patrick, qui travaillait avec moi. Ouais. Puis moi, j'ai sympathisé à l'époque avec Gérard, le compagnon, évidemment. J'étais pas encore compagnon à l'époque, j'étais classe-parent, mais ça faisait partie des anciens qui étaient un peu craints sur le Tour de France, parce qu'il avait un... Gérard, c'est mon père, oui. Oui, c'est votre père, oui. Il était craint au bon sens du terme, un peu comme le bon Dieu. Au sens de Dieu, non, au sens de... Ouais. Donc, je
me souviens bien de ça. Et puis d'ailleurs, quand je me suis après ça mis à mon compte, il m'avait invité au restaurant, ça je vous l'ai peut-être pas dit François. C'était où là? Il était basé où quand il venait à Paris là? Il venait dans le sud-est de Paris, là, pas très loin de Châtillon. Maison Alfort, vers Maison Alfort, ouais. J'étais allé le voir là-bas et on avait déjeuné ensemble avec l'ancien. Donc une entreprise familiale, oui. Moi je vous ai dit, je suis allé là-bas parce que Gérard Asselin, parce que c'était un mentor sur le Tour de France. C'était un nom, c'était un passage obligé pour un compagnon, quasi obligé. Et puis après ça, j'ai fait la connaissance de François. Voilà, bien entendu. Oui, parce que vous étiez arrivé avant que François Asselin ne reprenne l'entreprise, si j'ai bien compris. Non, après. Non. Mais papa était toujours de ce monde. Mais Gérard Asselin était encore dans le coup, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Incroyable. Il passait à l'atelier toujours pour nous pas nous botter les fesses, mais pour nous expliquer. On ne sait pas comme il faut. Oui. C'était un homme d'autorité, j'ai l'impression. Il faisait du bois aussi un peu, je me souviens. Oui. Il a travaillé de ses mains pratiquement jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Voilà. Et j'ai lu dans la presse, on dit parfois des choses vraies dans la presse, que c'était dans Capital Social en 2022, on ne peut pas attendre des autres ce qu'ils ne peuvent vous donner. C'était votre devise. C'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Oui, c'est-à-dire que des fois, ça ne sert à rien, en termes de management, ça ne sert à rien de se cogner la tête contre les murs quand vous attendez quelque chose de quelqu'un qu'il ne peut pas vous donner, arrêtez de l'embêter, parce que vous allez vous rendre malheureux et puis vous allez le rendre aussi malheureux. Donc il faut savoir, entre guillemets, savoir poser ses limites. Et ça nous concerne, ça me concerne moi le premier aussi. On ne peut pas attendre de quelqu'un ce qu'il ne peut pas vous donner. Voilà, on est fait comme ça, on est comme ça, point à la ligne. Et pour autant, on doit l'aimer tel qu'il est. Voilà. Donc là, c'est une manière de diriger, de manager, comme on dit aujourd'hui, qui est la vôtre et qui est assez en phase avec le côté familial d'une entreprise. Parce que vous êtes 130, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est ça, oui. Le côté familial, c'est que, d'abord, quand vous avez le même nom que le nom de votre entreprise, on va dire que le poids est tout autre, Vous voyez, on ne parle pas que de capitaux, Voilà. Oui. Voilà, l'entreprise va bien au-delà de tout ça, On y met tout, On y met ses tripes, on y met sa famille, on y met beaucoup de choses. Donc effectivement, on a une manière de voir l'entreprise qui est assez particulière, et qui est quelque part qui est belle et qui est parfois crucifiante aussi, parce que une entreprise, il faut équilibrer recettes et dépenses, et c'est un vrai combat, aujourd'hui encore. Oui. Donc il faut vraiment aller chercher du boulot, faire en sorte que tous les mois, on puisse payer les payes. C'est une angoisse que connaissent tous les chefs d'entreprise, qu'on soit en entreprise familiale ou pas. Mais en entreprise familiale, bien évidemment, il y a un volet supplémentaire, où là, on a un poids psychologique qui est très, très important. Et ça, c'est chevillé au corps. Moi, quand j'ai repris l'entreprise familiale, il a fallu que je me porte caution à titre personnel. Pendant 10 ans, j'étais caution. S'il y avait une défaillance de l'entreprise, c'est à vous de payer personnellement. C'était à moi de payer personnellement. Et là, écoutez, vous vivez avec ça, Alors, je ne regrette absolument rien, mais il y a des chefs d'entreprise, quand l'aventure malheureusement dérape, et c'est pas nécessairement de leur faute, c'est la conjoncture tout simplement, c'est très dur. C'est très dur pour eux, c'est très dur pour leur famille. C'est dur bien évidemment pour les salariés, mais les salariés vont avoir entre guillemets le chômage. Très peu d'autres chefs d'entreprise ont chômage, et là du coup il faut rebondir, Donc il faut en prendre soin, des chefs d'entreprise. Je le dis pas parce que je suis chef d'entreprise, et puis moi maintenant je suis en bout de parcours, j'ai 61 ans, mais ceux qui ont cette belle capacité comme Romain, de se mettre à leur compte, ou de reprendre à leur compte une entreprise, il faut absolument cette prise de risque, qu'elle soit reconnue et qu'elle soit soutenue. Vous avez, comme je dis souvent, des risques rien enquiquinés, je vais rester poli, par des risques tout qui sont enquiquinés par des risques rien tous les jours. Les risques rien, faut pas se méprendre, c'est pas des personnes, c'est la loi bavarde, c'est le règlement inapplicable, c'est la norme incompréhensible. Voilà, et il faut avancer avec ça. Écoutez, chapeau à tous les chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont tout ça à embarquer, parce que derrière cet acte courageux de se mettre à son compte, on embarque le monde, on crée des emplois, on crée de la richesse, et ça c'est beau. Oui, c'est ce que vous avez fait, Romain, vous mettre à votre compte assez vite en fait. Vous vouliez être votre propre patron. Oui, c'est ça. Comme dit François, je pense qu'il y a une part de caractère, une part de personnalité. Et puis c'est ça, les risques qui sont liés. Plus l'entreprise est grosse, plus les risques sont importants. Et je découvre, François, que vous avez été caution personnelle pendant 10 ans et vous avez dû mal dormir
certaines fois parce que les capitaux, comme vous dites, c'est une chose, mais les accidents dans nos vieux métiers, malgré tout, ça arrive. Hein, on Bien travaille sûr. en hauteur, Bien sûr. même si on est attention. Rares sont les charpentiers qui ne se sont pas coupés les doigts ou qui ne Oui. sont pas Mais oui. qui sont ouais, hein, donc Oui, puis sur tous ces sujets, on a changé d'époque. Hein, voilà, je veux dire, ça pardonne pas, quoi. Le moindre écart aujourd'hui, et voilà. Et le retour de bâton peut être assez violent pour les chefs d'entreprise. Ouais. Vous avez des salariés vous-même, Romain? non, je forme des apprentis, mais j'ai pas de salariés. Ouais, des apprentis. Là, vous êtes dans votre élément à former les apprentis, j'ai l'impression. Ah, oui. Ça, ouais. Vous confirmez, hein, François, vous connaissez. Il est cohérent avec la transmission. De toute façon, vous voyez, dans mon entreprise, recruter un charpentier ou un menuisier, on va dire qualifié, hautement qualifié, on n'en trouve pas. On ne trouve pas. C'est très rare, ou alors parce que tout simplement son épouse trouve du boulot dans le coin de Thouars, mais c'est très rare, hein, et du coup il cherche une entreprise qui correspond à son métier. Donc si on ne forme pas d'apprentis, eh bien moi la seule chose que je vends, c'est le savoir-faire de ma boîte. Hein, voilà. Donc si je n'alimente pas la pompe à savoir-faire, à savoir l'apprentissage et l'alternance, eh bien dans 10-15 ans je m'effondre parce que j'aurai plus les compétences dont mon entreprise a besoin. Et bien finalement je trouve que c'est un bon modèle, l'apprentissage. Voilà. Et puis un savoir-faire qui est vraiment reconnu, puisque on vous confie les chantiers parmi les plus importants, dont celui de Notre-Dame, dont nous avons amplement parlé au cours de cette émission. Et alors, François Asselin, l'émission touche à sa fin, ça passe vite, hein, 55 oui, ça passe minutes. vite, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, vous avez pris plaisir à passer cette heure parmi nous avec et à vous, animer. bien sûr, Guillaume, et puis avec Romain aussi, bien évidemment, parce que nous sommes donc compagnons de route maintenant, hein, on peut dire. Hein, ça fait quelques années qu'on se connaît, et puis j'ai toujours plaisir à échanger avec toi, Romain, comme tu le sais. Et puis, je te souhaite bon succès, voilà, dans ta famille, parce que tu as une belle et grande famille, voilà, qui ne cesse de s'agrandir, et puis, voilà, dans ton beau métier de charpentier. Eh bien, merci beaucoup François Asselin d'avoir accepté cette carte blanche du mois de novembre. Merci Romain pour votre participation, votre témoignage, vos récits passionnants. Merci Émeric pour la réalisation technique de cette émission. Nous nous retrouverons le samedi 20 décembre pour une nouvelle carte blanche dans le cadre des conversations du week-end sur KTO Radio. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche.